Bonjour à tout le monde. Ici Vix et votre ami Kassa. Et aujourd'hui, bienvenue dans un nouveau Cinévix. Et aujourd'hui, mes chers amis cinéphiles ou autres amateurs de cinéma, aujourd'hui on va s'attaquer à un film qui est connu comme un des plus grands films du monde. Au top 1 IMDb. Oui, vous savez IMDb. Ce qu'on en pense, je pense. Oui. Pas très fiable. On est des convaincus Letterboxd, nous. Ouais. Enfin, bref. En tout cas, on va s'attaquer à un film comme si que beaucoup de gens adorent. Il s'agit des Évadés ou en VO The Shawshank Redemption de Frank Darabont. Ayant comme acteurs principaux Tim Robbins et Morgan Freeman. J'avais oublié son nom. J'allais dire Samuel L. Jackson comme un gros raciste. Ce n'est pas le même noir, c'est un autre. Et non, c'est même pas le même registre. Alors, on va d'abord vous parler un peu du film. Donc, le synopsis. Nous suivons l'histoire de Andy Dufresne, un banquier condamné à 2 peines de prison à perpétuité pour le meurtre de sa femme ainsi que de son amant. Ouais, qui a été reconnu comme étant un crime pas seulement passionnel mais aussi délibéré. Parce que ce petit filou de Andy, il a rechargé son flingue pour leur mettre une balle dans le crâne à chacun après le coup de chaud, ce qui n'a pas aidé au tribunal. Oui. Là-bas, il fera la rencontre de Ellis, interprétée par Morgan Freeman. Ellis, c'est un peu Ellis, il va jouer le rôle du dépanneur, du marchand de la prison. Et un peu du mec respecté de la prison, l'ancien que tout le monde apprécie. Oui, c'est ça. Donc, nous suivrons dans l'histoire toute l'aventure de Andy et de Ellis parmi cette prison, des rencontres qu'ils vont faire, des problèmes qu'ils vont avoir avec la direction et les gardiens. Oui, les gardiens, ouais. Justement. Et justement à leur rédemption, comme dit le titre en VO. The Shawshank Redemption. Yes. Shawshank étant la prison où ils sont incarcérés. Oui, il faut le préciser. Alors, au niveau des attentes, toi, tu t'attendais à quoi, Victor ? Alors, honnêtement, au niveau des attentes, alors Frank Darabont, honnêtement, j'ai pas vu beaucoup d'autres de ses films, c'est même le seul film que j'ai vu. Alors où je tourne la vidéo, j'ai pas encore vu La Ligne Verte. Ah ouais ? Ouais, je l'ai pas encore vu. Ah bon ? Mais j'ai prévu de le voir dans pas longtemps. Rassurez-vous, je l'ai en DVD. C'est qu'une question de jour là. Oui, voilà, c'est qu'une question de jour. Vous inquiétez pas. Là, il y a Régé le gorilla, il va apparaître derrière moi. Il va te péter la gueule, le Régé. Moi, après, j'avais quand même d'autres attentes. Genre, je savais que c'était un film où on avait apparemment une très belle histoire. On me l'a vendu comme une très belle histoire. Et en effet, l'histoire est belle, oui. On a. est très belle. Beaucoup d'émotions. Oui. Il faut aussi préciser que. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc, c'est que. L'histoire est adaptée d'un roman de Stephen King. Alors, roman ou nouvelle ? Oui, roman ou nouvelle. C'est tiré d'un roman qui est un recueil de nouvelles. Donc peut-être que c'est une nouvelle très longue, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans ce récit. Moi, je le vois difficilement comme une petite nouvelle. Je pense que ça doit être une 30aine, 40aine de pages. Ouais, peut-être. Bon, même centaine, hein, si jamais c'est une très très longue nouvelle. Je sais pas, mais ça me paraît un peu saugrenu que ce soit juste une nouvelle, t'imagines ? Genre la taille du truc, quoi. Ouais. Il fait la taille de la prison de Shawshank, le truc. Ah ouais. 5 étages, le truc. Ouais. Et du coup, c'est vrai que l'histoire est très belle. Souvent on se dit, au départ, vu le crime qu'avait fait Andy, on allait un peu être contre lui, mais au final, en fait, on est un peu avec lui, c'est justement... ça fait un peu partie de ces genres de persos, genre qui, après avoir subi les choses qu'ils méritaient, on se met justement à les apprécier. Ouais. Bah, au niveau de mes attentes, personnellement, j'avais déjà vu La Ligne Verte plusieurs fois. Et ce que je reproche beaucoup à Frank Darabont, pour moi c'est un très bon réalisateur, il n'y a pas de souci à ce niveau, c'est d'être trop
candide dans sa manière de filmer. C'est-à-dire que quand il va écrire un personnage, dans la ligne verte, bon ça tu l'as pas vu du coup, le méchant est très très méchant et le gentil est très très gentil. Et je pense que ça s'est retrouvé aussi ici avec... Bah après je connais quand même un peu de trucs sur, sur la ligne verte. La ligne verte et oui je sais à peu près qui est je vois à peu près qui est le méchant et oui je crois justement qu'il est méchant, j'ai vu des petits extraits par-ci par-là. Mais c'est pareil dans ce film, mais je pense que c'est un peu dommage, c'est-à-dire que toi tu as dit que Andy au début on était contre lui, je suis désolé, pour moi on n'est pas contre lui, c'est-à-dire qu'on sait qu'il a fait un crime passionnel. Oui mais justement... Mais le problème c'est qu'il a fait le crime passionnel en étant alcoolisé, en étant désespéré, on nous le dit avec la voix de Morgan Freeman qui vient faire un peu patriarche, tu vois, un peu oh, il a fait une bêtise, c'est pas bien. Mais à aucun moment on va essayer de nous le diaboliser, Andy, on va pas montrer son crime. Ce qui aurait été marquant pour nous faire détester Andy, c'est de montrer finalement cette scène où il va foutre une balle dans la tête à chacun d'entre eux après avoir dépensé ces 6 balles. Oui. Là tu vois le truc de je recharge et je vais les finir, ça aurait été très marquant. C'est pas une direction qui est prise par Frank Darabont, qui a encore une fois une vision des choses un peu candide. Pareil pour Elijah, c'est un marchand de prison. J'ai même marqué dans mes notes ça. C'est quelqu'un qui est censé être assez connu dans le milieu, avec qui on n'est pas censé déconner quoi. Et t'as ce mec qui arrive comme ça, il parie 2 paquets de clopes qui va se faire péter la gueule. Enfin pas qu'il va se faire péter la gueule mais qui va pleurer. Oui. Et le lendemain il lui parle normal alors que il vient de lui faire perdre 2 paquets de clopes. Moi je pense qu'en prison, si tu fais ça, même si toi t'as pas parié avec lui, tu te fais casser la gueule. Oui. Et ça manquait aussi un peu de nuance, c'est-à-dire que dès le début, Elijah, c'est ça ? Ellis. Pas Elijah, c'est pas Elijah Wood, confond pas avec l'acteur dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai un peu du mal avec les noms par moment. C'est vrai que c'est vrai qu'on a un peu de mal avec les noms, ça fait partie de ça fait partie de ces films où souvent on oublie un peu le nom des persos. Ça fait partie de ces films où des fois on oublie le nom des persos et que justement on appelle les personnages par leur nom d'acteur en fait. Ouais, exactement. Et Ellis, il est joué par Morgan Freeman. Morgan Freeman, quand tu le rôles, c'est pour être quelqu'un de sympathique, un peu comme Lucius dans les Batman de Nolan ou d'autres films. Après il y a des fois des films où il est pas très sympathique, je crois, dans Les Insaisissables. Même dans Les Insaisissables. Ouais. Dans Les Insaisissables, limite quand même. Il est le méchant dans Les Insaisissables, mais il reste quand même assez sympa dans son rôle de critique. Il a un peu le rôle qui lui va bien, vu qu'il a souvent, en fait, qu'il reprend souvent, c'est un peu le mec un peu sage, c'est un peu le mec un peu sage du film, en fait. Et pour Frank Darabont, auquel il y a eu des critiques sur le côté candide de ces films, je pense que cast quelqu'un comme Morgan Freeman, ça allait pas atténuer les critiques à ce niveau-là. Pareil pour les méchants, le gardien de prison, c'est pas seulement qu'il est méchant, c'est qu'il est très 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 méchant, c'est un nazi le bordel, c'est-à-dire qu'il va t'attendre dans ta cellule, il va te tabasser, tu vas devoir bouffer de la soupe jusqu'à la fin de tes jours, il va tirer sur ton ami à un ordre comme ça, il va tabasser un détenu parce qu'il pleure le premier jour. On a vu plus subtil. Ça reste un super film. Je dis les petits défauts là tant que j'y suis sur mes attentes. Oui. Ouais, justement aussi en revenant des défauts, justement je reviens à ce que j'ai dit, c'est que des fois les persos t'oublient leur. Justement il y a des fois dans quelques jours on aura peut-être leur nom, justement c'est un peu un petit défaut justement je trouve du film, c'est que des fois souvent si les persos te marquent un peu plus, c'est que c'est que tu te souviens de leur nom en fait, mais là c'est pas trop le cas en fait. Créer une mystique autour des personnages, tu veux dire. Ouais c'est ça en fait, tu retiens le nom des acteurs mais tu retiens pas le nom justement des persos qui les incarnent, c'est un peu dommage pour ce genre de film. Et pour finir sur cet aspect qui manque de contraste, les gardiens ils sont presque tous gentils en fait, sauf le grand méchant. T'en as vite fait 2-3 qui vont aider le grand méchant à tabasser des gens. Mais tous les autres. Mais c'est justement parce qu'ils suivent les ordres en fait. Le méchant. Capitaine. Le mec de qui avait dans Starship Trooper. C'est un bon acteur par contre. Ouais, il jouait très bien. Ouais, il joue bien. Ouais. Après il y a aussi d'autres bons acteurs aussi. Oui, il y a beaucoup de bons acteurs. Oui, comme Tim Robbins qui. L'acteur principal, oui. Ouais. Et vraiment pour finir avec cet aspect qui manquait de contraste encore une fois, le directeur c'est pareil, on n'a pas de doute, c'est un salaud du début à la fin. Oui, voilà.
Et c'est un peu dommage. Je pense que c'est la chose que je reprocherais au film. Je sais pas toi. C'est le truc qui, pour moi, pêche un peu. Ça m'a pas empêché de lui mettre 5 étoiles, hein, il est super. C'est un excellent film. Mais ça reste du Frank Darabont un petit peu candide. Est-ce que ça fait partie de sa patte maintenant? Ça dépend. Il faudrait faire un débat. Moi, je pense qu'il fait un peu exprès aussi. Parce que c'est comme ça qu'il écrit, tout simplement. Ouais, ben je pense que aussi le but du film, c'est de critiquer en fait justement le milieu carcéral. Le milieu carcéral, juste, en particulier dans les années 40 et 50, qui était très cruel à l'époque. Qui l'est encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, qui est encore aujourd'hui, où t'as souvent justement les gardiens et la direction qui justement jouent contre toi. Ouais, qui jouent contre toi, qui ont des abus de qui justement qui utilisent leurs abus de pouvoir contre eux, en fait, ils utilisent leur justement, si par exemple t'as passé une mauvaise journée, tu peux déchaîner ta colère sur les prisonniers. C'est souvent ça qu'ils critiquent, c'est l'abus de pouvoir des gardiens de la direction envers les prisonniers. Ah oui. Pas que l'abus de pouvoir, c'est aussi beaucoup de critiques de la corruption dans ce film. Oui. Que ce soit le gardien ou le directeur. Oui. Les deux sont corrompus jusqu'à la moelle. Ouais, et d'ailleurs justement je voudrais faire un petit point. En vrai, il y a aussi un petit film qui est un peu dans le genre que Kassa adore, qu'on avait vu ensemble, c'est Une vie volée. Ouais, un super film. Ouais, mais qui se passe pas cette fois dans une prison, mais dans un hôpital psychiatrique. Mais t'as aussi un peu aussi le même truc, ça raconte justement un peu le délire des abus de pouvoir et des abus de pouvoir envers le personnel de l'hôpital psychiatrique, envers les détenus. Ouais, les patients. Oui, les patients. les fameux patients qu'on torture. Oui, ouais. Mais je voulais trouver un mot en lien avec avec la détention. Oui, voilà. Oui, mais c'est vrai que Une vie volée, si on peut permettre une petite digression, il est incroyable comme film. Je préfère Une vie volée aux évadés quand même. Tu préfères? Ouais. Moi, je préfère Les évadés, mais j'avais quand même très bien aimé. Il y avait beaucoup plus de phrases dans Une vie volée et j'aimais beaucoup ça. C'est quoi? Bon, allez, on reprend sur Les évadés. Ouais. Excusez-nous. Alors, tu parlais des acteurs. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de la performance des acteurs? La performance des acteurs, je trouve que Tim Robbins joue vraiment très bien. Morgan Freeman aussi, mais j'étais un peu moins convaincu que l'autre, parce que je me suis renseigné et Morgan Freeman a été nominé pour sa performance en tant que meilleur acteur. Alors... Et il a perdu contre qui? Il a perdu contre Tom Hanks pour Forrest Gump. En même temps, il est vraiment tombé en 94. Ouais, 94, grosse année film, parce qu'à côté t'avais Pulp Fiction. T'avais Forrest Gump. T'avais quoi d'autre? Le fugitif, je crois. Léon. Ouais, Léon, mais que des très bons films. Ed Wood. Ouais, Ed Wood de Burton qui est son meilleur. C'était une grosse. Ouais, il est sorti lors d'une grosse année film. C'est comme 99. Ouais, 99 aussi, mais. Ou encore même d'autres années, genre 82. Ouais. 82. Genre, 84. 84. Ouais. T'avais des gros films à cette époque. T'avais les 3 plus gros films. La même année, t'avais 3 gros films importants dans des années 90. Ah bah oui. On comprend amplement que le film n'ait pas reçu beaucoup d'Oscars, même si une autre année il les aurait raflés, je pense. Ouais, je pense, à mon avis, il est tombé la mauvaise année, malheureusement. Enfin, il est tombé à l'année où il y a eu d'autres grands classiques. Ça n'enlève pas la qualité du film. Ah non, ça n'enlève pas du tout. Mais c'est vrai que, pour le coup, je suis beaucoup plus d'accord pour avoir donné le prix à Forrest Gump. Oui, je suis plus d'accord. Et en plus, honnêtement, je trouve que... En vrai, je trouve qu'il est un peu second rôle, Morgan Freeman, j'ai l'impression. Alors ça, pour le coup, je pense pas. Parce que... parce que pour moi, le premier rôle, c'est Tim Robbins, c'est l'acteur, c'est le héros du film, qui jouait très bien. Donc là, j'ai pas trop compris. En vrai, je comprends pas pourquoi il n'a pas été nominé, parce qu'il jouait très bien. En fait, il jouait très bien, c'est clair. Oui. Mais dans ce qu'il devait jouer,
il y avait pas tant de trucs qui étaient impossibles à jouer que ça. Il y avait le deuil. Ouais. Ça, c'est quand même chaud à jouer. Mais à part ça, il a quand même un jeu qui est assez tempéré et mesuré. Ce qui va pas donner un rôle qui est qui est le plus compliqué à jouer. Ça reste une très bonne performance. Oui. Et pour revenir sur les performances d'acteurs, il faut pas omettre Brooks. Ouais, Brooks. Toi, oui, t'as eu une petite larme. Ah oui, Brooks, il y avait... Ouais, il y avait le personnage de Brooks, j'ai énormément aimé ce personnage. C'est le perso que genre tu t'attaches... C'est le perso pour moi le plus attachant du film en fait. Brooks. Ouais, Brooks il est... Oh oui, j'aimais bien Tommy aussi, mais un peu moins. Tommy un peu moins. Parce que c'est vrai que... Elvis Presley là. Ouais. C'est vrai que dans le film, il y a des petites digressions par moment qui sont assez intéressantes. Où ils vont explorer d'autres sujets. Ce que je voulais dire, c'était plutôt qu'on allait traiter de sujets qui n'étaient pas traités par les autres personnages. Oui. Brooke, il parle de la réinsertion. Oui. Parce que il va finir ses années, il n'a pas envie d'aller retourner à une vie active. Il y retourne, il est complètement choqué par le monde qui a changé. Parce que c'est un vieux monsieur, Brooke, c'est le libraire de la prison. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un mec qui est bien établi. Il retourne en ville, il y a toutes les bagnoles, il a un job de merde. Il se sent complètement dépassé, puis il va finir par se pendre. Fin tragique. Et Tommy va plutôt parler de la délinquance juvénile qui n'a pas reçu d'éducation. Oui, voilà, et justement, et aussi de rédemption, justement, parce que justement, il essaie de se racheter à sa vie. Et ça, c'est un sujet en essayant justement de reprendre ses études grâce à Andy. Et malheureusement, il n'aura jamais eu le cas parce que... Il se fait assassiner. Ouais, il se fait assassiner parce qu'il avait des informations un peu trop importantes, justement. Et il se fait tuer par le gardien très méchant et par le directeur très méchant. Oui. Franck Darabont est très subtil quand il s'agit d'écrire des méchants. Les méchants, ils délirent rien dans ce film. Ouais. C'est eux qui font tout. Il y a pas de hiérarchie de la méchanceté. C'est vraiment, t'es en haut des méchants, c'est toi, tu t'en occupes. Ouais. Mais ouais, c'était des très bons personnages, pour le coup, des bons jeux d'acteurs. Mais il est... Ouais, très bon jeu d'acteur. La photographie est super belle, elle est très belle, je trouve. Alors moi, j'aurais quelque chose à dire sur la photographie. Dis-moi tout. Alors, au niveau de la colorimétrie, j'ai un petit peu... j'y ai prêté attention, et je voyais que au début, tout était assez terne et grisé dans les couleurs. C'était très gris, très pâle. Comme si c'était des bas-fonds. Quelque chose de... Vraiment le bas du bas, les profondeurs. Et plus le héros, plus Andy va avoir des responsabilités. Donc quand il aura son job à la librairie, là la couleur elle va commencer à être beaucoup plus chaleureuse. Et voilà, ça va être chaleureux, jusqu'à ce qu'il y ait la mort de Tommy. Ça redescend, c'est plus du tout chaleureux, ça redevient très gris. Jusqu'à l'évasion, où là ça va retrouver ces couleurs vives qui vont même être un petit peu saturées sur la toute fin, où Ellis... Pardon. Non, c'est moi qui trouvais plus Ouais, mais j'avais mon nez qui me grattait, c'est pour ça. Oh, c'est comme ton oreille pour le... Le premier, ouais. On se rappelle de ce moment d'anthologie. Attendez, je m'enlève d'abord mon dos de l'oreille. Mais oui, c'est comme Ellis à la fin, c'est presque saturé près de l'arbre. Il y a beaucoup de couleurs. Et je trouvais que c'était intéressant. Il y a aussi des scènes assez tristes où on va jouer sur des ombres qui seront beaucoup plus énormes. C'est le cas sur la mort, enfin pas la mort, mais le départ de Brooke. Sa mort est pas d'ombre particulière, mais vraiment son départ où il va relâcher son oiseau. Tu vois tout son visage qui sont dans la pénombre. Et c'est aussi le cas à la mort de Tommy. Ouais. Je t'en prie pour la suite. Alors la suite, on va parler aussi d'un point que j'aimais bien, les musiques. Alors, bon, c'est pas les meilleures musiques de films que j'ai vues. Mais disons qu'elle passe bien justement, une bonne atmosphère, souvent ça donnait une bonne atmosphère au film. Je te rejoins un peu, à l'exception d'une scène qui m'a pas convaincu. Dis-moi. La scène où Andy va s'enfermer dans les bureaux et jouer de la musique pour toute la prison, je trouvais que c'était un peu trop. Après, tu vois, j'ai toujours un peu du mal parce que c'est Candide, c'est Franck Darabont. Tous les prisonniers sont plus ou moins gentils, mais je pense que si tu fais ça dans une vraie prison, t'entends un nombre de ta gueule, la musique, assez incroyable. Et là, de voir tout le monde complètement sidéré devant l'opéra, je suis en mode, c'est des prisonniers, quoi. Il y en a sans doute une bonne partie qui en ont un peu rien à foutre de la musique.
Une autre grande partie qui devait écouter comme Tommy du rock à l'époque, dans les années 60. Ouais. Ça m'a pas mais touché. il était pas là, je crois, Tommy, au moment de la... Oui, mais c'était les années 60 quand même, je crois que c'était vers 63 cette scène-là. Et pour moi, c'est... Faut y croire, quoi, c'est un peu romancé. Ouais, c'est un peu romancé. C'est parce que c'est pas quelque chose qui arriverait dans une vraie prison. Je pense que ça ferait plus chier les détenus. En plus, t'en vois Ça va faire chier, ouais. t'en vois qu'ils se réveillent, ils sont en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, la musique! Ouais, C'est pas la... Tu vois, si j'entends de la musique comme réveillant, c'est pas le réflexe que j'aurais. On peut plus chier en silence, merde! Et voilà aussi. Heureusement que le mec de Starship Trooper il est là pour le calmer, parce que... Ouais, que... Et encore, je trouve qu'il est gentil avec lui, il le frappe même pas, il frappe que juste la vitre. Ouais, voilà. Mais sinon, la musique, quand Andy s'évade, tu sais, quand il y a le directeur qui plonge sa main dans le poster, et t'as la musique qui commence à se lancer, là c'était très bien. Ouais, et justement la scène où il s'évade, où tu vois, il sort des égouts, tu vois, avec les éclairs, tout ça, je trouve que c'était une sacrée scène. Hein. C'est super. Ouais, c'était une sacrée scène. Au départ, il y a même un peu de tension, on se demande s'il va se faire choper. À un moment, j'ai eu un petit peu de tension. Mais t'as en même temps aussi ce côté un peu genre de soulagement, parce que ça y est, tu le vois, il est libre. C'est vraiment bien ce passage. Ouais. Maintenant, il y avait aussi des choses où je m'y attendais un petit peu dans le film. Dès qu'on sait qu'il veut prendre un petit marteau pour... Alors je sais plus c'est quoi le terme exact, mais le petit marteau là pour couper de la roche. Ah, je l'ai vu venir qu'il allait faire un petit trou dans le mur. En plus, t'as vraiment une scène où il fait un énorme A avec son marteau. Oui, et en plus quand derrière, un moment plus tard, tu vois le poster qu'il y a derrière lui, aussi. Oui, souvent un truc un peu, j'ai l'impression, classique dans les prisons. Souvent, tu prends un poster pour cacher le trou où tu veux sortir. Je sais pas si ça se fait encore beaucoup. Je crois qu'il y avait forcément un prisonnier qui l'avait fait pour de vrai. La porte s'est ouverte toute seule. On est dans un film d'horreur. Et non. Ah, c'est le petit chat. C'est le petit chat de Victor. Ouais. Le voilà. Le petit goth. Alors, la réalisation, j'ai noté quelque chose de pas mal. Ouais, dis-moi tout. J'ai un peu porté de l'attention à cette réalisation parce que Frank Darabont réalise très bien ses films en général. Et il y a énormément de panoramiques ou de travelling, de dolly shot. C'est-à-dire que on va suivre beaucoup les mouvements, que ce soit le mouvement d'une main, que ce soit le mouvement des prisonniers qui vont bouger vers quelque part, même une scène où ils vont jouer au tennis ou je sais pas trop, au baseball, et on va suivre la balle comme ça, avec la caméra, et la caméra va faire, au-delà des dialogues, les dialogues c'est assez dur de faire des travelling sur des dialogues, ça pourrait se faire, mais c'est pas la manière classique de les filmer. Au-delà de ça, il y a presque tout le temps des panoramiques ou des travelling, ce qui rend le tout très vivant pour une prison où c'est normalement très fixe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, les chocs émotionnels, par contre, ils sont faits en plan fixe. Quand t'as Tommy qui se fait shooter, t'as un plan où la caméra, elle est sur un lampadaire, et le plan est fixe. Point de vue zénithal en plus, pour montrer qu'il y a un jugement divin, quelque part. Un jugement divin. Aussi le plan où Andy est dans sa cellule et qu'il attend la tombée de la nuit, t'as un petit plan fixe avant qu'il s'évade. Il y avait ça aussi justement pour la mort de Brooke. De Brooke, aussi. Alors c'était soit un plan fixe, soit un tout petit travelling arrière, je me rappelle plus très bien pour cette scène-là. Mais oui, le plan était plus fixe que la moyenne des plans de ce film. Et ça prouve une grande technique, pas que les travelling soient très compliqués pour la plupart. Bon, ils sont un peu chiants, mais c'est pas le truc impossible non plus, comme ce qu'on peut voir dans certains Shyamalan. Ou X-Men 2, la scène d'intro d'X-Men 2 où c'est tout en travelling, tu n'as pas vu X-Men 2 il me semble. Non. Et ouais, à part quelques plans comme celui que j'avais cité là sur la balle, où ils vont vraiment chou. Ça c'est un peu chaud, tu vois, de bien cadrer la balle. On peut sentir qu'ils ont peut-être galéré. À part ça, il n'y a pas tant de plans en travelling compliqués que j'ai noté. C'est vrai que le film est très bien filmé, c'est un bonheur. Ouais, c'est un bon film bien filmé. C'est un bon film bien filmé. T'as souvent des plans sympas, justement, même le plan où justement on découvre qui s'est enfui, justement le plan un peu mythique, je pense, c'est quand t'as le directeur, le mec de Starship Trooper et Morgan Freeman qui vont justement en apercevoir, ils regardent Ils regardent dans le trou, puis t'as un léger
Ouais. des zoos aussi. Et aussi justement quand t'as parlé justement des plans aussi, je crois qu'il y a même un plan justement sur le directeur après qu'il soit shooté. Ouais, après qu'il soit shooté, après que les flics débarquent à la prison, on se serait rendu compte de toute la corruption qu'il y avait. Ouais. Parce que Andy, il va pas se contenter de partir de la prison, il va voler tout l'argent du directeur et il va le dénoncer auprès des journaux. Bah ouais, c'est un peu logique, genre tu vois, genre imagine t'es enfermé par un mec qui te tabasse pendant des jours et tu vas juste dire bon bah voilà, allez, je m'en vais, tchuss. Ça aurait pu, des films comme ça qui font ce choix-là. Mais après le traitement était tellement intense envers les prisonniers que on a vu voilà, il y avait de la vengeance et puis voilà, il y avait l'attention du public. C'était prévisible qu'il allait avoir ça. Le public le voulait. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de voir. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un parallélisme entre la scène où Andy va faire son crime et le suicide du directeur. On a les mêmes plans à peu près sur le flingue qui est en train d'être chargé, les balles qui sont un peu à côté. Ouais, ça revient justement au fait, ça fait justement un parallèle avec la scène du début, avec Andy qui cherche les flingues, qui s'apprête, on le voit, il tend vers la porte, prêt à tirer, mais finalement, il se rend compte que même s'il tire, il aura pas de chance, il sera foutu, du coup, il se la tire lui-même. Alors, je pense pas qu'il veut tirer vers la porte. Cependant, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a une sorte d'inversion dans la manière de voir la scène. Au début, quand Andy il prend son flingue et il le charge, il a une lumière qui vient de face et il est dans la pénombre. On le voit pas très bien, c'est dans la nuit. Là, quand le directeur il se suicide, la lumière vient de derrière lui et il est très éclairé. Donc c'est très inversé. Et en même temps, c'est une scène très similaire, ce qui prouve qu'ils ont un destin un peu similaire, on va dire. Ils vont tous les deux flinguer leur vie, mais d'une manière différente. Et en même temps, ça marque aussi que ce sont des personnages très différents. Voilà. Ouais, c'était très bien comme film. Ouais. La fin est vraiment bien parce que justement, t'as Andy qui s'est échappé et t'as justement Ellis, on revient justement à une petite fin avec Ellis qui sort de prison parce que pendant aussi le film, t'as 2 fois où il demande une liberté conditionnelle qui se fait rejeter. Et là, il en se demande pour une 3e fois et cette fois, on l'accepte. Et on voit justement un parallèle avec Brooke. À un moment, il comprend un peu qu'il a fait des bêtises. Qu'il a fait des bêtises et qu'il allait mal dans la vie. En fait, il a vu pourquoi Brooke il s'est donné la mort. Mais bon, après, il a pas pu se donner parce qu'il avait une promesse à tenir à Andy, c'était de se rendre à un endroit spécial. Et je pense qu'il voulait pas non plus, il s'intégrait mieux que Ouais, il s'est mieux intégré parce que t'avais notamment son patron qui était plus gentil avec lui. Ouais. Il était moins marqué par le changement de technologie. En fait, il a fait moins de temps, je crois, que Brooke. Après, il a fait quand même pas mal de temps. Il a fait quand même 40 ans je crois qu'il a fait à peu près 40 ans. Ça, il avait dit 40 ans. Et un dernier truc que j'ai noté et dont je me souviens, c'est que le vieillissement des personnages est très bien fait. Ouais. Quand Andy va en isolement pendant 1 mois, 2 semaines, on voit sa barbe un peu pousser, ses cheveux devenir complètement dégueulasses. Et quand il arrive, c'est un jeune de, je sais pas, je dirais 20 ans peut-être. Ouais, c'est un jeune de 20 ans, il a les cheveux un peu bien coiffés, tout rayonnant comme ça, un air un peu malicieux. Un peu plus de 20 ans, je dirais quand même, genre peut-être entre les 25 et 30, je dirais. Ouais, à peu près. Ouais, et après quand il sort, on voit un peu genre qu'il est un peu en fin de quarantaine, début de cinquantaine, j'ai l'impression. Il a des petites lunettes, il est plus rond. Il a les cheveux un peu plus blancs. Il a les cheveux blancs mis en arrière. Ouais, il a les cheveux blancs. Ouais. C'est aussi le cas de Ellis, qui au début a les cheveux très noirs. Ouais, et qui deviennent de plus en plus blancs. Avec le temps. Avec le temps, et j'ai l'impression qu'il a même pris un peu de rides pendant le film. Par contre, le gardien très très méchant et le directeur, ils prennent pas une ride. Ouais, non, eux, ils vieillissent pas. C'est dommage de pas être allé jusqu'au bout. Ouais, c'est dommage. Car justement, je vais parler
vous vous souvenez, dans les derniers Cinévix, il y avait un autre mec avec nous, il y avait... Je l'ai mangé. Là, il a mangé. Mais il avait fait aussi une autre review sur... il avait lui aussi fait une review sur Letterboxd, sur les OAD. Ouais. Et il avait trouvé que c'était pas très bien le vieillissement des personnages. Ouais, j'avais même pas vu sa review, tu vois. Attends, je vais la regarder. Et on va vous la lire, comme ça vous pourrez le shamer avec nous, ce mec. Ouais. Ce film aurait tellement pu raconter plus de choses. Il nous présente des personnages pendant la moitié du film, tout ça pour soit qu'ils meurent, soit que c'est des anecdotes futiles sérieux. Les gens vieillis pas en prison, 20 ans de prison, et Andy est comme s'il venait de rentrer. Faut pas abuser, au moins un peu de cheveux blancs sur le crâne, non. Ça, pour le coup, je suis pas d'accord. Ouais, en effet, on est pas trop d'accord avec toi, Nolan. Ah, sur ce coup-là, t'as pas géré. Sur ce coup-là, on va te casser la gueule. Et ouais. Non, c'est Bon, vrai que... on rigole, hein. Oui. On l'aime bien, Nolan. C'est notre On va le tabasser quand même, mais on rigole. Oui, Ceux qui se font aussi... ce qu'il disait Nolan aussi, qu'à la moitié du film, ils meurent tous. Brooke, il est présenté en 10 minutes, même pas. On le voit au début, tout début, il passe avec ses livres, c'est tout. Oui. Puis après, on le revoit plus tard à la librairie, Oui, on se dit, voilà. ah, c'est vrai qu'il était là, lui. En vrai, t'en as que 3 en fait. T'as lui, t'as Tommy et t'as le directeur en fait. Et le directeur, pour le coup, pour la moitié du film, il est bien travaillé. Oui, il est bien travaillé. Et Tommy, peut-être que là, Tommy- c'est un point faible. Ouais, Un petit point. peut-être qu'il méritait un peu plus. C'est vrai qu'il vient tard. Peut-être le voir un peu plus tôt en fait. Peut-être l'introduire un peu plus tôt, Tommy, je pense. Et je pense qu'on n'aurait pas perdu à ce qu'il soit là dès le début, Tommy. Ouais, je pense. Et qu'il ouais. soit plus proche, parce que là, on n'est pas trop attaché à lui. On sait que c'est important pour Andy. Oui. Et Mais, franchement, ça suffit pas. Ouais, il est peut-être dû le mettre un peu plus tôt. Donc sur ça, je à te l'écran. rejoins, Nolan. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais, on est plutôt d'accord avec toi, Nolan, mais ouais, tu dis voilà qu'il y a plein de gens qui meurent. Il y en a 3. Oui. Et puis pareil, Brooks, c'est justement, il est là pour apporter un peu d'émotion au film. Il est là, c'est le mec gentil, on est attaché à lui et ça fait un passement au cœur quand tu le vois mourir. Donc Moi, j'ai pas trop ressenti ça. Tu vois. ouais. Je sais que toi, t'aimais beaucoup ce personnage de Brooke. Ouais, lui, il me plaisait bien, mais après, ouais, ça m'a fait un petit pincement au cœur, donc je trouve que ça apporte un bon truc au film, justement. Personnellement, j'étais plus attaché à un personnage comme Ulaf dans Endor, la série Star Wars qui est très cool. Pour le moment, bon, pour revenir sur les évadés, à la toute fin, après que Ellis et Andy se sont retrouvés, après être sortis de prison, il y a un petit message qui est affiché, c'est en la mémoire de Allen Green. Ah oui, tu as raison, faut... Ouais, Allen Green, qui était-ce? Alors, faut pas confondre avec le joueur de baseball là, comme moi avant. Parce que oui, c'était un joueur c'est vrai que Victor, il a regardé sur le nom sur ta, il fait sur un joueur de baseball qui Ouais, en fait, Allen Green, c'était l'agent et un très bon ami de Frank Darabont, qui est malheureusement décédé du sida peu de temps avant la sortie du film. C'est beau aussi de faire des messages comme ça à ses potes. Ouais, c'est vrai que c'était un message qui était nécessaire, je pense, pour Frank Darabont. Bon, après, je connaissais pas Ouais, ce mec. c'est un peu comme ce qu'avait fait, je crois, Martin Scorsese pour son film Le Temps de l'Innocence. À la fin, je crois, il a rendu hommage à son père. Ouais. Ou bien, on peut faire une petite digression sur comment la mort de personnes proches peuvent impacter le cinéma. Ouais. Ça peut directement créer des films. Ça peut en modifier énormément certains. Oui, ça peut même en inspirer, justement. Ouais. Pour rendre hommage, justement. J'ai un film en tête là quand on parle de ça, un film qui a été complètement, je pense, tué par la mort de quelqu'un. C'est le 3e Mad Max, le dôme du tonnerre, je crois, Thunderdome en VO, où un grand ami de George Miller est mort pendant un peu avant le film ou pendant sa création. Ami qui l'avait aidé à écrire les 2 premiers, qui était toujours fourré avec lui, qui était son grand pote. Je crois qu'il est mort dans un accident d'hydroplane. Et pareil, là, on sent que, contrairement à Mad Max 3, ça a pu aider à faire un film encore plus touchant. Là où Mad Max 3, on voyait que George Miller avait été très impacté par cette mort, et ça l'a peut-être empêché de faire un film aussi bon que les 2 précédents. Ouais. Donc voilà, ça arrive, malheureusement.
En tout cas, c'est Ouais. quelqu'un de très important pour Frank Darabont. Oui, c'était quelqu'un de très important. Paix à son âme. Paix à son âme. Rest in peace, man. Et ce qui est super important aussi, c'est que marquer des trucs comme ça à la fin des films, ça va faire des recherches aux gens et ne pas tuer leur mémoire. Et je pense que c'est le truc le plus important avec ce petit message de fin. La preuve, on allait voir tous les deux qui était ce mec qu'on ne connaissait absolument pas. Alors que de base, on n'aurait jamais fait de recherche sur lui. Bah non. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est un peu la magie du cinéma, si on pouvait faire un petit mot de fin. Ouais. C'est la magie du cinéma de faire se renseigner les gens sur certaines choses, de leur donner de l'intérêt en d'autres choses, voire même pour le cinéma en lui-même. Et c'est pour ça que le cinéma, c'est quelque chose d'aussi important. C'est pour ça que on adore le cinéma. C'est pour ça que je suis passionné. Que c'est pour moi la plus grande. Pour moi, c'est la chose que j'aime le plus au monde, le cinéma, et que je suis content de faire ce genre de vidéos avec toi, mon pote. Ouais, bah oui, ça me fait plaisir. J'espère que si je meurs un jour, tu feras un mot à la fin du film. T'inquiète pas, t'inquiète pas. J'ai hâte de mourir, moi. De toute façon, après, tu seras pas là pour voir l'hommage, donc bon. Depuis là-haut. Hein, au pire, je te ferai des dédicaces si tu veux. Ouais. Est-ce que t'as un dernier truc à dire sur Les Évadés? Eh bah, moi, je le recommande. Ouais, en effet, on vous le recommande, il est incroyable. À voir une fois dans une vie, je pense. Oui. Très peu de films sont comme ça pour moi, à voir une fois dans une vie. Oui, c'est vrai, c'est un film, c'est une belle histoire, des bons jeux d'acteurs, des musiques bien. Une bonne réalisation. Une bonne réalisation, franchement. Une mise en scène travaillée aussi. Franchement... Je suis content de l'avoir revu, c'était un film... Je suis content de l'avoir vu, découvert. Ouais, franchement, je me souvenais pas qu'il était aussi bien, donc je vous le recommande. Passez une bonne soirée. Ouais, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Ouais, allez voir des films. Oui, allez voir des films. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous parler de ce film. C'est également un plaisir pour moi de t'avoir accueilli, Kassa. Avec plaisir. Ouais. C'était Vix et Kassa. On se retrouve bientôt pour un nouveau Cinévix. Ouais. Ou une nouvelle vidéo de cinéma. En tout cas, bonne vidéo. Abonnez-vous, mettez un like. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Solight. Je ne dis pas non. Oui, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à la chaîne de notre serveur Discord qui aura en description. Boom le serveur. Boom le serveur. Et sur ce, bye.